Bonjour et bienvenue à tous, que vous soyez donc en direct ou en replay. Alors je suis Jérôme Méran, rédacteur en chef de Machine Production et je suis ravi d'être avec vous pour animer ce webinaire donc, qui s'appelle Surmonter les défis industriels actuels avec la fabrication additive. Alors en attendant que tout le monde soit connecté, je vous propose un bref historique de la fabrication additive. Alors l'invention est française puisque le premier brevet déposé remonte au 16 juillet 1984 par 3 Français qui parviennent à transformer un liquide monomère en un solide polymère par le croisement de faisceaux laser. Alors il est vrai que 2 semaines après, c'est un Américain qui dépose à son tour un brevet sur la technique de stéréolithographie appelée SLA, qui invente également le format de fichier STL que tout le monde connaît. Alors, avant de vous présenter tous nos invités, nos 2 invités, voici quelques conseils pour une meilleure participation de ce webinaire. Alors, n'hésitez pas déjà à poser vos questions à nos experts dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Ensuite, pour gagner en visibilité, vous pouvez détacher la fenêtre du chat en cliquant sur le petit carré surmonté d'une flèche en haut à droite. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Le petit carré surmonté d'une flèche en haut à droite, ça vous permet d'avoir une meilleure vue sur les slides qui seront diffusés par nos experts. Enfin, si vous deviez partir à la fin du webinaire, sachez que le lien du replay vous sera envoyé par email. Voilà, donc on va commencer. Nous sommes à 1 minute 50 du commencement. J'espère que les retardataires seront avec nous. Allez, on va présenter déjà nos 2 experts, nos 2 invités. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir déjà Yann Ragel. Bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, vous êtes directeur manufacturing chez Stratasys. Alors, quelques mots sur votre société, Yann. Stratasys, en fait, c'est le leader de l'impression polymère 3D qui a été fondé par Scott Crump il y a un peu plus de 30 ans. Scott Crump, en fait, c'est l'inventeur de la technologie FDM, Fused Deposition Modeling, qui est en fait une extrusion de filaments, qui est probablement la technologie la plus connue en référence à l'impression 3D. Et Scott, en fait, fait toujours partie de l'entreprise, ce qui est vraiment très, très impressionnant après plus de 30 ans dans cette industrie. Et en fait, il conseille toujours dans notre stratégie recherche et développement. Voilà. C'est une entreprise américaine? C'est une entreprise israélo-américaine. Donc, on est coté en fait sur le Nasdaq aux États-Unis avec des technologies qui sont développées dans différents pays. Par exemple, la technologie FDM est développée et fabriquée aux États-Unis. Notre technologie SAF, par contre, est développée au Royaume-Uni, qui a été aussi inventée par Neil Hopkinson, basé au Royaume-Uni. Donc, en fait, on a des centres d'excellence un peu partout dans le monde. Donc, on est vraiment une entreprise très internationale. D'accord. Vous êtes basé en France, Yann? Alors moi, non, en fait, je suis basé au Royaume-Uni depuis à peu près 20 ans. J'ai fait mes études en France. Je suis ingénieur de formation à l'IFMA de Clermont-Ferrand. Mais j'ai émigré en Angleterre depuis quelques années. Voilà. Donc là, vous nous parlez en direct du Royaume-Uni, c'est Tout à ça, fait, l'Angleterre? près de Brighton, dans le sud de l'Angleterre. D'accord. Bon, on aura une pensée bien sûr pour la reine. Pierre Engens, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Alors, vous êtes ingénieur d'application et responsable de la fabrication additive chez Albron 3D. Alors, même question, Pierre, présentez-nous votre société. Tout à fait, voilà. Donc Albron, en fait, est distributeur historiquement de machines-outils, de machines d'usinage, technologie traditionnelle. Et depuis plus de 10 ans maintenant, Albron distribue aussi des solutions de fabrication additive. Et donc pour la France, Albron est partenaire de Stratasys. On est Platinum Partner de Stratasys pour distribuer leurs 5 technologies. Depuis pas très longtemps d'ailleurs, Pierre. Depuis pas très longtemps, non, c'est depuis cette année. Récent. Voilà. Ouais. Et donc, on est très heureux de les représenter pour la France. Et on va parler de 3 de ces 5 technologies aujourd'hui. D'accord. Alors, vous rayonnez Albron sur tout le territoire français. Voilà, ouais. Et vous avez aussi peut-être
Vous êtes basé où Alors Laurent, là, 3D? actuellement, je suis en région parisienne, à côté de Marne-la-Vallée. On a aussi des bureaux à Roissy, à côté de Lyon, à Chassieux. On a aussi une filiale en Pologne et au Royaume-Uni aussi. D'accord. Bon. Merci Pierre pour ces explications. Alors au sommaire de ce webinaire, alors, on va parler des enjeux actuels de l'industrie, donc impact du Covid sur la supply chain, les coûts de stockage des pièces de rechange et les coûts de transport. On vous décrira 3 des 5 technologies d'impression 3D polymère de Stratasys, donc FDM, SAF et P3, ainsi que les différentes applications. Enfin, on vous dira comment choisir l'une de ces 3 technologies. Alors, Yann et Pierre, vous avez tous les deux un lien avec les industriels français. Pierre avec le monde de l'usinage, vous en avez parlé tout à l'heure. Et Yann, vous côtoyez parmi vos clients de grands groupes industriels qui utilisent la fabrication additive. Alors, Renault, Schneider Electric, pour ne citer que ces 2 grands groupes, et bien sûr, tous leurs sous-traitants. Alors, quelles ont été les problématiques de vos clients, Yann et Pierre, en matière de supply chain? Yann, alors, on vous écoute. Merci, et je vais en fait peut-être commencer à utiliser ma présentation. En fait, j'ai préparé quelques transparents en fait qui en fait parlent de la problématique actuelle. On sait tous le problème d'approvisionnement du fait du Covid, les problèmes pour obtenir des pièces de rechange, le coût du transport du fait de l'augmentation du prix du pétrole et de la guerre en Ukraine. Ce qui crée en fait des délais d'approvisionnement qui s'allongent. On le voit, il y a eu des études qui ont été faites comme celle que je présente sur ce transparent, où on voit 75% des entreprises interrogées ont des problèmes d'approvisionnement en pièces. Et ça, c'est un des phénomènes qui est partagé par l'ensemble des entreprises. Donc, en fait, je pense que en fait, le problème, c'est vraiment le fait dont les pièces sont fabriquées aujourd'hui, qui est très centralisé. Là, comme on le voit sur cet exemple où les usines peuvent être en Chine ou en Asie ou en Pologne ou assez loin en fait, du marché final. Et ce qui fait qu'on a un problème peut-être d'approvisionnement parce que les choses n'arrivent pas assez vite. Et ça crée une sorte de goulot d'étranglement. Et l'avantage de l'impression 3D, c'est que l'on peut passer d'une manière digitale. Donc, on n'a pas forcément besoin de stock, on n'a pas forcément besoin de faire fabriquer un moule, par exemple, pour l'injection plastique. On peut utiliser un fichier digital et lancer l'impression localement. On peut aussi distribuer des machines d'impression 3D juste à côté des clients, ce qui fait qu'en fait, on peut aussi réduire les émissions de CO2. Donc, oui, on peut produire, grâce à la fabrication additive, en fait, on peut produire vraiment au plus près, comme vous disiez, du client. Voilà, même presque, on pourrait même s'adresser, on pourrait produire même en ville, si c'est un client grand public, par exemple, hein, on peut imaginer ce genre Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment l'un des points clés, en fait, de cette technologie. Et on n'est plus obligé d'attendre, en fait, de stocker en prévision des commandes. On peut lancer la production au moment où on reçoit la commande. Et ça, en fait, on a des exemples concrets de Siemens Mobility dans le train qui, eux, utilisent nos machines FDM pour faire des pièces de rechange. Et en fait, ça leur permet en fait, d'économiser énormément en transport, mais aussi en stockage de pièces. Donc au jour d'aujourd'hui, en fait, ils ont même réduit leur délai d'approvisionnement de l'ordre de 95% grâce à l'impression 3D. Et donc, c'est vraiment un témoignage important. Yann, c'est ce qu'on appelle finalement le juste à temps, c'est ça? Produire, c'est le C'est le juste à temps et en fait la digitalisation de tout ce qui est bill of material, donc de l'inventaire en fait des pièces. Alors bien entendu, toutes les pièces ne peuvent pas être forcément imprimées en impression 3D, donc il y a toute une phase de sélection. Mais en fait, on a des technologies, donc pardon, la présentation avance, des technologies comme la technologie FDM, la technologie P3 et la technologie SAF dont on va parler, qui au jour d'aujourd'hui sont capables en fait d'imprimer des pièces de différentes tailles. Alors, par exemple, FDM des pièces plus larges, SAF des pièces en gros.
Vous allez un peu trop vite, Yann. Vous allez trop vite, un peu trop vite. Je vais donner la parole à Pierre. Je voudrais qu'il m'explique un petit peu lui aussi ses problématiques, enfin les problématiques de ses clients. Et après, effectivement, on va rentrer effectivement dans le vif du sujet sur les 3 technologies. Pierre, on vous écoute. Oui, tout à fait. Donc, je rejoins Yann hein, sur les problèmes d'approvisionnement et supply chain que subissent nos clients avec les différentes crises qu'on a connues. J'ajouterais aussi que nous, dans le milieu de la machine-outil et de l'industrie de la mécanique générale, en fait, l'impression 3D va pas forcément venir en remplacement de la machine-outil, hein, d'une machine d'usinage ou un tour, mais aussi en support à la production. Et ça, c'est extrêmement important. On va en parler plus tard, mais on est capable de générer très rapidement des outillages, des préhenseurs, des morts, voilà, vraiment un support à la production pour gagner en productivité, limiter les temps d'arrêt des machines, tout simplement. On a besoin d'un outillage là tout de suite, plutôt que de le faire sous-traiter à une société qui va devoir voilà, créer un programme d'usinage, créer une pièce sur mesure pour nous. On est capable de le faire en interne. Et c'est ça aussi la force de cette technologie-là, on l'a dit, c'est de faire au plus près et au juste à temps. Donc nous, c'est vraiment cette problématique-là à laquelle nos clients sont le plus confrontés. C'est vrai que dans les entreprises d'usinage, souvent, par exemple, pour citer le décolletage, il y a souvent d'ailleurs encore aujourd'hui, un petit atelier mécanique finalement pour faire de l'outillage avec des tours ou des fraiseuses ou des perceuses, etc. Là aujourd'hui, on pourrait imaginer demain finalement remplacer cet atelier de mécanique qui vient en support vraiment de l'atelier de production par des imprimantes, quoi. Voilà, donc atelier de mécanique ou même dans la robotique, hein, je parlais de préhenseur, ça peut être un cache, ça peut être des choses, voilà. Donc nous qui faisons aussi de la robotique via notre filiale technicienne, voilà, on soutient aussi ces activités-là via des préhenseurs, des outillages, tout ça. Voilà, ouais. Je peux rajouter que en fait, l'impression 3D peut être aussi complémentaire des technologies existantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en opposition par rapport à un tour, une machine d'usinage. En fait, on peut faire des pièces qui peuvent faciliter les processus traditionnels. Donc, on n'est pas toujours en opposition. Je veux dire que ça peut être très, très complémentaire. Beaucoup en fait de nos clients utilisent des machines d'impression 3D en complément de leur outillage traditionnel. Oui, c'est important de rassurer tout le monde que c'est pas la fabrication additive qui va tuer l'usinage, bien évidemment. Alors, chez Stratasys, vous proposez donc 3 technologies en impression 3D, polymère en tout cas, enfin il y en a 5, mais en tout cas on va en parler de 3 aujourd'hui. Donc c'est le SAF, FDM et P3. Alors on va peut-être commencer par le SAF. Oui. Déjà, Yann, expliquez-nous ce que c'est que le SAF. Qu'est-ce qu'il y a derrière le sigle SAF? Donc, SAF, c'est un logo anglais qui veut dire Selective Absorption Fusion. Donc, en fait, c'est une technologie à lit de poudre qui, en fait, fusionne couche par couche de la poudre avec qui absorbe en fait des rayons infrarouges et qui très rapidement en fait crée des pièces dans un volume relativement important, ce qui fait qu'on peut obtenir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de pièces, ça dépend bien entendu de la taille de vos pièces, et avoir des coûts par pièce qui sont vraiment les plus bas. Je pense que même au niveau du marché de l'impression 3D, je pense que SAF est la technologie qui produit les pièces les plus basses au niveau coût par pièce. Donc c'est vraiment quelque chose de très compétitif qui peut même rivaliser l'injection plastique pour des pièces de 1000 jusqu'à peut-être 10 000. Je vous montrerai un exemple où on arrive même jusqu'à plus de 50 000 pièces où on est compétitif par rapport à l'injection plastique. C'est les fameuses pièces qu'on voit finalement qui sont cachées par de la poudre une fois qu'elles sont fabriquées. Et après, avec de l'air comprimé, on dégage la poudre, hein, c'est ça? Donc c'est de la poudre qui est fusionnée. Tout à fait. Yeah. Donc en fait, vous avez des couches qui sont fusionnées grâce au rayon infrarouge, et vous obtenez des pièces qui sont des pièces des pièces finales en fait, qui peuvent être utilisées directement dans la machine ou avoir une sorte de post-processing où là on va par exemple améliorer l'état de surface parfois ou directement les teindre. Alors nous, par exemple, des pièces que l'on voit sur notre machine, donc vous avez la machine et que vous ouvrez la porte en bas à gauche, vous pouvez voir le couvercle où là on met la poudre, tout ça c'est imprimé en fait. Et on a donc, on voit aussi la précision parce qu'en fait cette pièce elle
elle se place à l'intérieur d'une autre pièce, et donc on a une sorte de tolérance, bien entendu, qui doit être atteinte, et ça fonctionne très très bien. Donc ça, c'est vraiment… Et c'est des pièces, ouais, pardon, c'est des pièces imprimées sur vos propres machines, on est d'accord? Tout à fait. Donc on a à peu près 30 pièces imprimées sur la H350. C'est les pièces qu'on voit à l'écran, hein, Tout à c'est ça, qui sont autour de la machine. Voilà. C'est parmi les… Alors, je peux même vous montrer un exemple un peu plus concret où cette pièce, en D'accord. fait, on avait un problème d'approvisionnement d'un circuit électronique, et donc on a dû prendre un circuit différent pour la machine. Et Donc chez un voilà, fournisseur, tout à hein, fait. voilà. Et donc problème d'approvisionnement, et comment on a pu résoudre le problème. On avait besoin de rajouter un ventilateur pour refroidir en fait le circuit, et en fait on a créé une sorte de support qui nous a permis en fait de positionner ce ventilateur pour justement éliminer la chaleur, et donc ce produit, Ouais. c'est un produit maintenant qui fonctionne très très bien et qui nous a permis de résoudre un problème d'approvisionnement. Et on retrouve ce support-là sur toutes les machines série Tout désormais? à fait, tout à fait. Maintenant, en fait, Ouais. c'est devenu une pièce série, comme toutes les pièces que vous voyez là. Donc, je vais vous donner un exemple un petit peu de coût, par exemple, à l'interface d'extraction de poudre sous vide. Donc, le couvercle d'extraction, je vais vous montrer un exemple. Aussi, le racleur de filetage de broche Z que l'on voit à droite. Ces deux pièces, en fait, j'ai les coûts pour l'injection plastique et la technologie SAF. Regardons ça parce que je pense que c'est vraiment important de Bien montrer sûr. qu'on peut être compétitif au niveau du coût. Au final, Alors c'est en dollars, mais nos internautes convertiront. oui, voilà. Malheureusement, on est une entreprise très internationale, donc Oui, mais bon. voilà. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Ouais. l'euro et le dollar sont relativement proches. Ouais, oui. C'est relativement facile C'est moins compliqué. C'est moins de compliqué à convertir. convertir. Le couvercle d'extraction de poudre sous vide pour 1000 pièces. Donc là, en fait, on est à 20,70 $ pour cette pièce. Avec la technologie TAF, on est à 12 $. Donc là, on parle d'un volume de 1000 pièces parce que, en fait, typiquement, voilà, on n'a pas forcément des volumes sur cette machine qui vont être de plus de 1000 pièces. Et sachant qu'on a un coût d'investissement pour le moule qui doit être de l'ordre de 20 000 $. Donc, si vous divisez 20 000 $ par 1000, vous avez déjà un coût fixe, rien que sur le moule, l'amortissement du moule qui est de l'ordre de 20 $. Donc, c'est vraiment un coût très important. Et on ne parle pas du délai d'approvisionnement, qui pour un moule d'injection peut être de 12 à 20 semaines. Donc, c'est aussi très important. Et là, on obtient une économie de 42%. Et en fait, pour une série, ça devient plus intéressant de passer sur l'injection plastique au-delà de 1725 pièces. Par contre, pour le racleur, on arrive à des niveaux de plus de 58 000 pièces. Parce qu'en fait, on arrive à imprimer beaucoup plus de pièces en une seule fois dans la machine, ce qui fait que le coût par pièce est dans ce cas-là de l'ordre de 42 centimes. Donc, on est vraiment à des coûts très très faibles comparé à l'injection plastique, et à des délais d'approvisionnement qui sont aussi très très courts. C'est un des avantages qui permet d'avoir une très bonne flexibilité par rapport aux technologies traditionnelles comme l'injection plastique. Effectivement, le tableau est très clair. Oui. En fait, cette transparence, ça donne un petit peu une ordre d'idée de la quantité de pièces. Donc, en une seule fois, à peu près en 12 heures, le racleur de filetage de broche, on peut en imprimer 2352. Pour la pièce, le couvercle d'extraction de poudre sous vide, on est à 60 pièces, parce que la pièce est bien entendu plus grande. Et ce qui est important avec cette technologie, c'est plus la densité de nidification est élevée, et plus le coût de la pièce est bas. Donc on essaie en fait de maximiser, et donc en fait le couvercle racleur, là on n'imprime qu'une pièce, mais il est aussi possible, par exemple, de combiner des pièces ensemble. Et là on obtient un coût par pièce plus faible. Donc le coût du racleur, du couvercle d'extraction, pardon, peut être réduit en augmentant la densité de nidification. Alors, très important. Yann, justement, vous avez, vous, un utilisateur allemand de machine Stratasys, je crois que c'est la H350, qui a pu dépanner son client, dont les pièces étaient transportées sur le fameux porte-conteneur Ever-Given, qui, en s'en souvenant encore, Yann, oui, avait bloqué le canal de Suez en mars 2021, et qui avait complètement désorganisé le fret maritime mondial. Alors, racontez-nous cette histoire. Et je crois qu'on a même une vidéo pour montrer
à nos internautes. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vais, voilà, laissez-moi, la vidéo devrait marcher. Donc, voilà. Vous allez un peu nous expliquer, Oui, hein, tout à nous fait. expliquer ce qui s'est Donc passé. ça, en fait, vous avez vu Philippe. On est en Allemagne. Voilà, Hein, Philippe on est en Goetz, pas Allemagne. loin de la frontière avec Strasbourg, en fait, pas très loin de Strasbourg. Donc, Philippe Goetz de Goetz Maschinenbau, qui est une entreprise à l'origine qui fait de l'usinage de pièces métalliques. Donc, c'est vraiment une entreprise allemande qui fait de la fabrication traditionnelle. En fait, ont adopté la technologie SAF H350 pour faire ce genre de pièces, comme vous voyez là. En fait, c'est un carter, donc un couvercle, en fait, d'une machine-outil pour faire de l'usinage du bois. Donc, ce fabricant de machine-outil, en fait, avait un problème d'approvisionnement. Donc, leurs pièces étaient bloquées dans le container Evergiven et ne pouvaient pas obtenir la pièce. Donc, ils ont discuté avec Philippe Goetz, que vous voyez là sur l'image. Et Philippe a pu les aider et fabriquer 80 de ces pièces en une semaine à peu près. Il a été capable de fournir toutes les pièces aux clients. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir comment très rapidement, à partir d'un fichier CAL, on peut imprimer une pièce et résoudre un problème d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment un cas réel. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, on le sait, Philippe travaille pour plusieurs fabricants de machines où il leur fournit des pièces de série. Donc, c'est vraiment, à l'origine, ça a été un cas d'étude très intéressant qui a permis en fait, de développer d'autres pièces. Et là, en fait, j'ai un autre cas d'étude. En fait, c'est une entreprise basée aux États-Unis qui s'appelle Onulis, qui a développé un système qui s'appelle WRAP, qui est le Waste Resin Axial Printing, qui est une machine en fait qui fait qui réutilise de la résine en fait. Donc c'est une machine. Ça, c'est intéressant, effectivement. Très intéressant. Circuit facile pour recycler. Tout à fait. C'est important. Voilà. Ouais. Allez-y. Allez-y. Oui, allez-y, bien sûr. Allez-y, continuez, pardon, je vous ai interrompu. Et en fait, on peut le voir sur les images. Donc, vous voyez la machine en haut à gauche. Vous pouvez voir là où on dépose la résine. Donc, cette pièce noire, c'est imprimé en SAF. Et toutes les pièces que vous voyez sur l'image en bas à gauche sont toutes imprimées avec la technologie SAF. Certaines avec des inserts métalliques, certaines ont été teintées en noir et d'autres sont couleur naturelle directement de la machine. Ce qui est important, c'est qu'en 12 heures, on est capable d'imprimer 92 pièces. Et bien entendu, de faire des économies de plusieurs centaines de milliers de dollars sur les moules d'injection. Donc si on regarde... Et avec des matériaux recyclés, on est d'accord, hein. Avec des matériaux recyclés. Sur la machine, non, le P11 n'est pas recyclé, mais la machine, elle, l'objectif de cette machine est de recycler dans la résine. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est cette machine-là qui recycle. Voilà. Et là, on peut le voir, donc la production. Donc, on est capable, en fait, en une semaine, de créer 1100 pièces, sachant que cette machine utilise 38 pièces SAF à l'intérieur. On peut imprimer, faire une production de 28 machines WRAP par semaine. Donc, c'est vraiment très, très important. C'est impressionnant l'empilage de pièces. Hein. Là, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il faudra sans doute un logiciel pour gérer cet empilement. Hein. Enfin, gérer en tout cas la fabrication. Tout à fait. Je pense que mon collègue va nous en parler dans une minute. Sinon, au sujet des pièces, juste un petit peu plus de détails. Pourquoi ils ont sélectionné la technologie SAF? Premièrement, ils avaient besoin pour le réceptacle de cuve de résistance chimique. Le P11 est un très très bon matériau pour ça. Le P11 est aussi fait à partir d'huile de ricin qui n'est pas à base de pétrole et a un avantage, c'est qu'il permet de réduire les émissions de CO2 au niveau de sa fabrication et donc au niveau de la pièce finale. Il a aussi une très bonne résistance à l'impact, ce qui est nécessaire pour l'assemblage du guide d'orientation de la porte. Aussi, l'aspect esthétique des pièces est vraiment très très bon, ce qui fait qu'on peut même l'utiliser pour la lunette d'affichage. Donc, c'est d'avoir un très bon état de face. Ça, c'est important. Et on voit l'écran. Au final, aussi, le P11 a une très bonne ductilité et une résistance à l'impact. Donc, ça peut aussi utiliser sa flexibilité et pour des pièces qui ont, par exemple, le support de carénage. Donc, c'est vraiment très, très complet au niveau de ces applications. Merci Yann pour ces explications sur le SAF.
Pierre, je m'adresse à vous car je voudrais que vous me parliez de la technologie P3 de Stratasys. Oui, merci. Donc P3 fait partie des technologies dites de production proposées par Stratasys avec 3 caractéristiques principales qu'on peut rappeler ici. Des états de surface exceptionnels. Donc, on verra après différentes applications, mais on a vraiment des surfaces très, très lisses en sortie d'impression. Une précision aussi de très haut niveau. On peut faire des tailles très, très fins. Et c'est une technologie plutôt pour faire de petites pièces. Donc, on verra que le volume d'impression de la machine est réduit par rapport à la SAF, mais du coup, ça répond à des besoins et des applications différentes. Donc, juste rapidement. P3, c'est la Voilà, j'allais le dire. photopolymérisation, c'est ça, Pierre? Dites-nous un petit peu. Le P3, en fait, correspond à Programmable Photopolymerization. Vous m'excuserez pour l'accent, mais voilà ce que ça veut dire. Et Origin One, c'est en fait le nom de la machine qui utilise P3, donc le nom de la machine Stratasys. Donc rapidement, je voulais vous présenter quelques cas d'application. Donc ici, on a un adaptateur de bioréacteur. Donc en fait, une pièce qui, si on l'avait faite en moulage par injection, aurait coûté très très cher, et on a eu un délai aussi très long. Comme l'a dit Yann, faire un moule d'injection, ça peut prendre 12-15 semaines. Donc ici, il y avait un vrai défi de réactivité d'une part. Il y avait aussi une exigence au niveau de l'état de surface. Donc on a dit que le P3 permet d'obtenir des états de surface très très lisses, très très propres, sans nécessairement avoir recours à beaucoup de post-process. Le post-process sur la technologie P3, il est assez simple. On trempe la pièce dans un bain d'alcool isopropylique et ensuite on le passe au four UV pendant 5 minutes. Donc au total, c'est 40 minutes de post-process, ce qui n'a rien à voir avec des post-process qu'on peut voir dans le FDM par exemple. Si on veut les c'est raisonnable. Voilà, ouais, raisonnable. Tout à fait. Donc voilà. Et puis quand on voit la qualité de la pièce, effectivement, c'est bluffant. Voilà, donc on n'imagine pas. C'est vraiment la force de cette technologie-là, P3, ouais. C'est des états de surface très très lisses, très très propres. Donc juste pour revenir à cet exemple-là, on a divisé par 2 en fait le coût de production par rapport à si on avait utilisé le FDM. Donc ça illustre aussi bien le fait que en fonction du besoin, des volumes et des demandes spécifiques, que ce soit état de surface, résistance mécanique, on va adapter la technologie entre P3, SAF ou FDM. Mais ça, Yann en parlera après. Donc sur le cas d'application suivant, ici c'est un boîtier de caméra en fait. Là, la difficulté, c'était quand on compare à l'usinage, c'est une pièce qui est assez complexe, on peut le voir à droite. Si on avait voulu usiner cette pièce-là, on aurait eu besoin d'un centre d'usinage 5 axes. Donc, bon, c'est une machine qui est assez chère, ça représente un investissement assez élevé. Puis ça nécessite aussi de créer un programme d'usinage, tout simplement, donc ça prend du temps. Donc, tout ça pour dire que si on avait voulu sous-traiter cette pièce-là, on aurait été confronté à un problème de prix et de délai. Alors que si aujourd'hui, on a produit ces pièces avec P3, donc vous voyez qu'on a réussi à mettre 40 pièces sur le plateau d'impression de la P3, de la Origin One. Donc pour un temps d'impression de 8 heures, on a sorti 40 pièces. Donc je vous disais 40 minutes de post-process. Mais ce qu'on retient de tout ça, c'est que par rapport à la même pièce qui aurait été usinée, on a divisé par 110 le coût de la pièce. Donc c'est quand même assez bluffant. Et il y avait aussi, encore une fois, un besoin d'un état de surface assez propre. Donc ici, on a réussi à avoir un RA en sortie de machine qui est inférieur à 3. Donc vraiment des très très beaux états de surface similaires à ce qu'on obtient en usinage finalement. Voilà. Et alors la dimension de la machine. Alors le plateau, est plus petit que sur la SAF. C'est un plateau qui fait à peu près 20 cm par 10 en XY et 37 cm en Z. On le voit bien là sur la photo d'avant, mais voilà, on peut empiler les pièces sur une hauteur assez élevée quand même. Mais voilà ce qu'il faut avoir en tête en termes de volume d'impression. Je passe rapidement aussi sur une autre application de la technologie P3, c'est les matériaux souples. Donc on est capable de faire par exemple des joints, on a une poignée de moto là en bas à droite, des passe-fils, donc des choses assez souples. Pour ceux qui connaissent un peu les polymères souples, on a atteint des Shore de 75-80, donc Shore c'est l'unité de mesure de la souplesse d'un polymère. C'est vraiment des Shore qu'on a du mal à atteindre avec d'autres technologies. Donc c'est une des forces de la P3 aussi ici. D'accord. Mais là, on est toujours sur la moyenne série, on est d'accord. Voilà, on va sur des volumes plus faibles que sur la SAF, mais plus élevés que sur la FDM. Je parlerai de la FDM après. Un dernier exemple concret, c'est ces petits connecteurs
qui demandent une très grande précision, des états de surface aussi, mais aussi des propriétés au niveau du matériau, une résistance à la température, une isolation par rapport à l'électricité statique, ce qu'on appelle ESD, ou une résistance chimique aux hydrocarbures, par exemple. Donc, c'est des matériaux qu'on sait proposer avec la technologie P3. C'est aussi la force de Stratasys de manière générale, c'est de proposer énormément de matériaux. On aura une slide après qui détaillera tout ça, mais c'est la force aussi de Stratasys, c'est la diversité de matériaux proposés. Donc, pour revenir à ce cas d'application, voilà, plus besoin d'usinage pour faire ces pièces-là, et puis une tolérance 40-60 microns, donc c'est des tolérances quand même très très élevées. C'est pas mal. Enfin, très, très fines, quoi. Voilà. Merci Pierre. Allez, il nous reste 2 minutes pour terminer cette seconde partie d'émission, enfin de webinaire. Ouais. Alors Pierre, parlez-nous maintenant de la technologie FDM. Alors FDM, donc, qui est la plus connue des technologies d'impression 3D, donc dépôt de fil, comme l'a rappelé Yann au début, Fuse Deposition Modeling, donc on vient fondre un fil qu'on vient étaler. Donc c'est la troisième. C'est la plus traditionnelle, effectivement. Voilà, la plus connue. Donc c'est la troisième technologie dite de production proposée par Stratasys. Donc là, on va vraiment être sur des grandes pièces et avec aussi des propriétés mécaniques, des matériaux très très élevés. Donc des thermoplastiques avec des résistances mécaniques très très élevées. Donc les applications qui sont associées au FDM, c'est des gabarits, des outillages, des fixations des pièces finales, mais aussi des pièces de rechange. On peut faire des pièces vraiment utilisable grâce au FDM. Donc, je vais peut-être passer sur un cas d'application tout de suite qui sera plus parlant. Donc, alors, petite parenthèse sur la variété, j'en ai parlé des matériaux qu'on peut avoir chez Stratasys. Ici, c'est pour la partie FDM. Vous voyez qu'en termes de résistance à la température en ordonnée et à la résistance à la traction en abscisse, on a un champ des possibles qui est très très élevé, donc avec des matériaux très classiques, très connus comme l'ABS ou l'ASA, jusqu'à des matériaux de très haute performance comme l'Ultem qui résiste à des très très hautes températures, l'Antero qui résiste aussi aux hydrocarbures, qui a une résistance chimique assez élevée. Donc, voilà, juste une parenthèse sur la variété de matériaux que Stratasys propose. Et puis ensuite, donc voilà, un exemple très très concret d'outillage qu'on a su réaliser en FDM. Donc ici, c'était chez General Motors. Donc vous voyez un convoyeur aérien qui était avant réalisé en mécano-soudé, donc quelque chose de très lourd, pas très précis, qu'on a remplacé par des pièces imprimées en 3D en nylon 12CF. Donc le nylon 12CF, c'est un matériau qui est chargé carbone. En fait, il y a 35% de fibre de carbone dans le fil qui est fondu. Donc ça permet une très très bonne rigidité, des très bonnes propriétés mécaniques, une très bonne résistance. Et donc, on a pu imprimer les pièces directement, donc pas de soudure, une meilleure précision aussi, et on est aussi costaud que la pièce initiale qui était en alu. Donc, on a gagné aussi beaucoup de poids. Le nylon 12F, c'est beaucoup plus léger que l'alu, donc on a gagné 30% de poids. Et enfin, réactivité, au lieu d'avoir un délai de plusieurs semaines, on a pu imprimer ça directement sur la ligne de production, donc gagner 75 à 80% de temps d'approvisionnement de cette pièce. C'est très convaincant, merci Pierre. Écoutez, FDM, SAF, P3, alors comment choisir la bonne technologie? Donc là, je m'adresse à Yann qui va nous éclairer sur comment faire un meilleur choix quand on est un industriel. On vous écoute. Très bien. Alors, juste rapidement sur ce transparent, en fait, là, on remplace en fait des pièces en métal. Donc, c'est juste pour dire aussi que le nylon 12 fibre de carbone, on peut faire des pièces qui remplacent des pièces métalliques. Là, on a un outil préhenseur. C'est intéressant aussi de voir le gain de poids, 14 kg sur cette application. Il y a même une vidéo en fait qui montre l'outil en action. Donc c'est vraiment pour dire que c'est des pièces qui fonctionnent, qui sont testées et vraiment qui sont validables. Et là, on a aussi des pièces de rechange où, par exemple, ce composant qui était fabriqué avec 22 composants, on a réussi à l'imprimer en une seule pièce et faire un coût de réduction de 98%. C'est un ventilateur, c'est ça, c'est une sorte de ventilateur, mais plutôt de liquide, en fait. C'est plutôt pour faire circuler le fluide. En fait, c'est un fluide qui permet, en fait, avec des produits chimiques, qui permet, en fait, de polir des pièces métalliques. D'accord. Il y avait besoin d'une pièce de rechange, ils ne l'avaient pas, ils ont pu imprimer, et ça leur a vraiment fait une économie très, très importante.
Et on imagine que fabriquer cette pièce-là en usinage, ça aurait été un coût énorme, ouais, parce qu'elle est très, très complexe, très technique. Exactement. Et là, ça, c'est notre dernier exemple. C'est un outil qui est une pièce en nylon 12 feuilles de carbone qui est imprimée en 49 minutes. En fait, c'est une usine de chocolat. Et la pièce en aluminium cassée, ils ont dû la remplacer et ils ont pu même améliorer le design, réduire le coût de 60% et le temps d'approvisionnement de 1 mois à 49 minutes. Très, très impressionnant au niveau du gain de temps et économique aussi. Donc, alors, comment faire son choix entre ces 3 technologies, Yann? Donc, en fait, les choix sont basés tout à fait sur l'aspect économique, donc la rapidité, les quantités, les spécifications techniques, la température, la résistance mécanique, l'esthétique et les tolérances. Donc, regardons un petit peu plus en détail ce que ça veut dire. Donc, au niveau du volume, par exemple, si on compare à l'injection plastique, vous voyez, c'est une sorte de courbe, parce que, bien entendu, vous investissez dans un moule, donc pour des volumes très bas, l'injection plastique va avoir un coût très élevé, plus un délai, comme on l'a dit, de 12 à 20 semaines pour obtenir le moule, qui parfois est plus élevé au jour d'aujourd'hui du fait des problèmes d'approvisionnement. FDM, on va avoir un coût qui va être compétitif jusqu'à plusieurs centaines de pièces. P3, on sera peut-être de l'ordre de 1000 pièces. Ça va bien entendu dépendre des géométries. Mais ça, on peut aller même au-delà, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de pièces, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, où on était jusqu'à plus de 58 000 pièces. Donc ça, c'est vraiment très, très important en fait pour le choix économique. Mais bien entendu, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc là, on regarde l'exemple du boîtier que l'on a vu tout à l'heure. P3, on est à peu près à 20 $. Avec SAF, on est à 15 $. Donc, vous avez quand même un avantage sur la technologie SAF, mais l'aspect esthétique de la pièce sera meilleur sur la technologie P3 avec une précision plus élevée. Donc, si par exemple la tolérance est acceptable sur SAF, on est par exemple sur des pièces de 10 cm avec SAF de plus ou moins 0,2 mm. Si c'est acceptable, ça peut être une très bonne solution. Sinon, P3 vous donnera une meilleure résolution. Mais aussi, si vous voulez des pièces de grande taille, par exemple, si vous voulez des pièces de plus de 500 mm, FDM forcément deviendra la solution de choix. Parce que les technologies à poudre, en fait, ne sont pas très performantes sur les pièces de grande taille. Au niveau des tolérances, les tolérances, spécialement dans la direction Z, toutes les technologies à base de poudre ne sont pas bonnes pour des pièces de très grande taille. FDM sera la solution de choix pour ce genre d'application. SAF, par contre, pour des pièces de moins de 20 cm ou 200 mm, est idéal. P3, typiquement, justement, les applications sont plus petites. Ça ne veut pas dire que la machine n'est pas capable de faire plus. On peut le voir ici. On parle de 370 mm ou 37 cm de taille maximale. Mais pas forcément le choix à faire d'imprimer ces pièces avec cette technologie. En général, si vous avez une pièce de 35 cm, il vaut mieux utiliser la technologie FDM pour l'imprimer. Donc voilà, c'est plutôt un guide pour vous dire, voilà, en bleu, c'est plutôt les pièces typiques à sélectionner. Si vous avez des pièces de moins de 10 cm, vous avez besoin d'un détail, par exemple, comme vous voyez sur l'image, tout ce qui est pour les tests pour le Covid, par exemple, vous pouvez imprimer ces petits bâtonnets. Des écovillons. Des écovillons, voilà. J'ai cherché le mot. Et donc, le technologie PS3 va être parfaite. Par contre, SAF, par exemple, si vous avez comme le joystick là, pour les jeux vidéo, ça va être parfait pour ce genre d'application. Et vous avez des pièces de plus grande taille, comme vous voyez sur la photo, FDM, on peut faire des pièces jusqu'à 1 mètre sur les machines FDM que l'on vend chez Stratasys. Donc, au niveau des matériaux, on a vraiment des propriétés thermiques, des propriétés mécaniques, et on a toujours un petit peu ce positionnement des différents matériaux. On voit bien au milieu les thermoplastiques, donc les technologies FDM. Alors, on a les résines type Dura qui, elles, viennent sur la technologie P3. Typiquement, le PA12, qui est le matériau le plus utilisé, c'est aussi des matériaux qui sont très résistants au niveau des propriétés mécaniques, qui vient aussi sur la technologie SAF. Donc, l'avantage de la technologie P3, c'est que ça augmente un petit peu le type d'application avec des températures en résistance thermique qui peuvent être très, très élevées. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans sa sélection de la technologie. Alors, est-ce que le choix de la matière va se faire finalement en fonction du type de machine, ou bien est-ce que c'est le type de machine
qui va déterminer la matière à employer, Yann? Alors, les technologies, en fait, utilisent différents types de matériaux. Donc, par exemple, la technologie FDM, ce sont des thermoplastiques, alors que les technologies type P3, c'est en fait une résine. Donc, on aura des propriétés qui vont être différentes. Au niveau aussi du recyclage des matériaux, le thermoplastique, typiquement, est bien plus facile à recycler que les résines qui, une fois qu'elles sont solidifiées, sont ce qu'on appelle des thermosets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en général les faire refondre et les recycler en filaments. Donc il y a aussi cet aspect, on va dire, sustainabilité des matériaux qui peut aussi être pris en compte. Donc par exemple, les technologies à poudre, les technologies à filaments sont plus faciles à recycler que les technologies à base de résine. Mais bien entendu, on va dire, certaines résines peuvent aussi avoir des résistances thermiques qui sont très très élevées que l'on ne peut pas atteindre avec les thermoplastiques. Donc ça va aussi dépendre de ce que vous cherchez. Quels sont vos critères de choix? Est-ce que c'est les émissions de CO2? Est-ce que c'est la résistance thermique? Est-ce que ce sont les propriétés mécaniques? Et bien entendu, Stratasys et Albron, Pierre, peuvent vous aider dans votre choix pour les bonnes applications, les bons matériaux. Les bons matériaux. C'est vrai qu'on a vu que les matériaux, c'est très important. Donc ça fait aussi la force quelque part de la fabrication additive. Hein. On a beaucoup de matériaux qui arrivent, qui font qu'on peut faire des nouvelles pièces. Aujourd'hui, avant de commenter le slide actuellement à l'écran, mais aujourd'hui, j'aimerais savoir un petit peu quelles sont les tendances des nouveaux matériaux à venir. Puis après, on parlera de ce slide. Alors, par exemple, sur la technologie on a un peu de temps, on va bientôt lancer le PA12 et on a déjà annoncé du polypropylène. Alors, le polypropylène est très intéressant au niveau de son poids. C'est une densité inférieure, par exemple, au PA12, ce qui fait qu'on a des matériaux plus légers, qui est aussi très recherché, par exemple, dans l'automobile. En fait, c'est d'ailleurs l'un des matériaux les plus importants dans l'automobile. À peu près 37% d'un véhicule est fait à partir de polypropylène. Donc, bien entendu, il y a un marché très important pour ce matériau. Donc ça, c'est un matériau qu'on va lancer sur la machine H350 l'année prochaine. En origine, il y a toute une gamme de matériaux à haute température qui sont en train d'être développés. On a des matériaux qui peuvent être même utilisés pour faire des moules de petite série, donc très résistants au niveau thermique. Machine. En FDM, en fait, des matériaux à haute performance type PIC, que l'on a introduit sur la Fortus 450, des matériaux chargés à base de fibres de verre, des matériaux feu fumé, par exemple pour le ferroviaire, où on a toute une gamme maintenant en fait, de matériaux à base de fibres de verre, des matériaux type Ultem 90-85 qui sont déjà certifiés dans l'aéronautique et utilisés par Airbus par exemple, et certifiés aussi pour le secteur ferroviaire. Donc en fait, chaque application a vraiment couvre des applications très différentes. J'ose la question, mais on peut imaginer des matériaux biodégradables? Tout à fait. En fait, il y a déjà en fait, des matériaux qui sont déjà plus faciles à recycler que d'autres. Le polypropylène en fait partie. Il y a d'autres matériaux qui sont aussi dans notre roadmap, sachant que maintenant notre Fortus 450, en fait, à Formnext, donc au mois de novembre, nous allons lancer un logiciel qui s'appelle OpenAM, qui est un logiciel qui permet donc d'ouvrir complètement la machine et permet à nos clients d'utiliser les matériaux de leur choix, qui peuvent en fait mettre des matériaux qui ne sont pas vendus par Stratasys et faire tout ce qui est calibration des paramètres d'impression eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important de donner cette flexibilité aux clients, d'avoir le contrôle des choix des matériaux. Ce qui fait qu'ils ont maintenant un choix vraiment infini au niveau de ce qu'ils peuvent imprimer sur nos machines. Alors on termine avec le dernier slide peut-être pour nous aider à faire un choix. Donc voilà, ce slide en fait, c'est vraiment en fait des critères type esthétique, résistance, tolérance, économie et taille de la pièce. Donc comme on l'a dit, FDM, taille de pièce, grande pièce, résistance mécanique, thermique, très très intéressant. Économique, pas forcément la technologie la plus économique comparée à, si on le compare à la technologie P3 et SAF. SAF sera la technologie qui, comme on l'a dit, fournit les pièces de coût le plus bas. Par contre, au niveau de la tolérance et de l'esthétique,
on va dire que P3 est la technologie de choix. Par contre, au niveau des tailles de pièces, en général, ce sont plutôt des pièces de plus petite taille, comme on l'a vu, plutôt de l'ordre de moins de 10 cm. Donc vraiment, ce graphe, c'est vraiment pour vous aider un petit peu à sélectionner en fonction de ce que vous voulez faire, quelle est la meilleure technologie. Et je pense qu'elles sont très, très complémentaires. Et souvent, beaucoup de nos clients choisissent une ou deux technologies pour justement couvrir l'ensemble ou la plupart de leurs applications. Voilà. Donc pour résumer, la fabrication additive aujourd'hui permet en fait de relocaliser la production. Donc on n'est plus obligé forcément d'avoir un centre de fabrication qui est très loin. Il peut être proche du client. On peut digitaliser son inventaire. Donc on peut avoir différentes technologies peuvent permettre de couvrir différentes applications, comme on vient de le voir. La technologie SAF est celle qui est le plus compétitive par rapport à l'injection plastique pour des milliers de pièces. Ça, je pense que c'est relativement clair. Et aussi, on voit aujourd'hui, on peut faire des petites séries, des gabarits, des outils avec la FDM, avec la technologie P3. Donc, toutes ces technologies peuvent jouer un rôle et vraiment vous fournir un avantage très compétitif par rapport aux technologies traditionnelles, mais aussi complémenter ces technologies. Donc, par exemple, on voit très bien, on a des entreprises qui font de l'injection plastique, qui investissent aussi dans l'impression 3D d'une manière complémentaire pour fournir un meilleur service à leurs clients. Donc, ce n'est pas forcément en opposition au processus traditionnel, c'est plutôt complémentaire. Voilà. Merci Yann et Pierre donc, pour toutes ces explications. Cet échange vraiment fut passionnant. Allez, maintenant, on va passer aux questions de nos internautes. Alors, concentrez-vous bien, messieurs les experts. On va chercher les questions. Alors, j'ai Laure qui me demande quel type... Alors, ça bouge un peu. Alors, oui, Laure qui me demande quel logiciel est utilisé pour les différentes technologies. Effectivement, le logiciel pour, j'imagine, gérer la mise en place des pièces dans la zone de fabrication. On vous écoute, Pierre ou Yann. Si je peux répondre, c'est l'avantage de Stratasys aussi, c'est qu'il y a 5 technologies, mais il y a un logiciel qui est commun aux 5 technologies. Donc ça s'appelle GrabCAD, GrabCAD Print pour être exact. Peut-être que les utilisateurs d'imprimantes 3D connaissent déjà GrabCAD, qui proposait beaucoup de modèles imprimables en open source. GrabCAD Print en fait permet d'orienter ces pièces sur le plateau, de faire le nesting ou la nidification comme on dit en français, donc d'agencer ces pièces pour occuper le plus de volume possible. On a vu que c'est extrêmement important avec Yann, plus on remplit le volume, plus le coût de la pièce sera faible. Donc voilà, c'est un logiciel qui permet de faire ça, qui permet aussi de faire le slicing, de découper en tranches la pièce, parce que toutes les technologies d'impression 3D sont basées sur l'empilement de couches finalement. Donc voilà, c'est un des gros avantages, c'est que ce logiciel, il est commun aux 5 technologies et c'est le logiciel unique en fait qu'on va utiliser pour utiliser les machines Stratasys. Voilà. Très bien. Alors les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. Nos 2 experts sont là à votre disposition. Allez, on va prendre une autre question d'Olivier. Tiens, peut-on réaliser des inserts pour les moules en fabrication additive? Alors, Yann, Pierre, c'est à vous. Des inserts pour les moules. Si tu veux commencer, je peux complémenter ta réponse. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Donc, au niveau des inserts, tout à fait. Alors, en fait, on a plusieurs technologies qui sont capables de faire en fait des inserts de moules. La technologie P3, par exemple, aussi en stérélithographie. On a des matériaux comme le Somos Perform qui sont chargés et ont une très forte résistance thermique. Alors, bien entendu, on va dire peut-être une des limitations des technologies, c'est le refroidissement. Donc forcément, quand vous utilisez des matériaux conductifs qui retirent la chaleur du moule, vous pouvez faire des impressions beaucoup plus rapides au niveau des fréquences. Quand vous utilisez des inserts qui ne sont pas aussi conductifs, plutôt nos matériaux sont plutôt isolants, vous avez besoin d'un temps de refroidissement qui est plus long au niveau, donc forcément les cadences de production sont réduites. Et donc, en général, les cycles de production ou les volumes de production ne sont pas les mêmes qu'avec les moules, par exemple, en acier. Mais, par exemple, pour des séries petites ou moyennes, tout à fait, au jour d'aujourd'hui, on a même un exemple avec P3 pour des semelles de chaussures. Peut-être Pierre peut élaborer un peu plus là-dessus. Sur les chaussures, tu veux dire les semelles de chaussures en structure lattice peut-être, que vous avez peut-être déjà vu. Donc en effet,
c'est quelque chose qui ne serait pas réalisable avec d'autres technologies. Mais on est capable de le faire avec P3, donc avec des structures, vous avez peut-être déjà vu, des structures, ce qu'on appelle lattice, très très aérées, très très complexes, qu'on peut réaliser en effet avec P3. Très bien, merci Yann et Pierre. Alors, oui, alors il y a une question de Mathieu qui me demande s'il est possible de voir des machines en fonctionnement. Alors pour voir vos machines en fonctionnement où? Oui, alors j'en ai derrière moi. Voilà, on a un showroom ici à Logne, à côté de Marne-la-Vallée, donc avec différentes technologies qui sont visibles. Donc, alors, les deux machines, peut-être les deux machines derrière vous, dites-moi ce que c'est. Celle à ma droite, c'est une machine FDM, grande taille, donc F770, avec un volume d'impression de 1 mètre en X par 600 en Y et 600 en Z, donc très très grand volume d'impression. On est capable de faire de très grandes pièces. Sur ma gauche, c'est une machine PolyJet. On n'en a pas parlé aujourd'hui parce que c'est pas une technologie de production à proprement parler, mais qui permet de faire beaucoup d'autres choses très très intéressantes. Et puis on aura bientôt une machine SAF qui sera visible aussi dans notre showroom à Logne. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on sera ravis de vous les montrer et puis de faire des démos en live. Les machines fonctionnent, donc c'est le but de ce showroom. Alors, une autre question de François, est-ce que les matériaux répondent aux normes spécifiques de l'aéronautique et du médical? Alors, on en a parlé un petit peu, on a un petit peu répondu à la question pendant la présentation. Je crois que Yann a mentionné les matériaux certifiés donc pour le ferroviaire, pour l'aéro, donc il y a des matériaux biocompatibles aussi. Donc vraiment, tout dépend de l'application, mais de manière générale, Stratasys propose des solutions adaptées aux besoins de chaque industrie, donc qui respectent les normes anti-feu, résistance à la corrosion, aux hydrocarbures, encore une fois biocompatible. On a vu les couvillons, ça en fait partie. Donc oui, tout à fait, en fonction des différentes industries, on est capable de proposer des matériaux qui répondent aux normes de ces industries très très demandeuses, comme l'aéro, le ferroviaire, voire le spatial aussi, ou le médical. Ouais. On peut imaginer des pièces carrément implantées dans le corps humain aujourd'hui en 3D? Ouais. Alors Yann, tu sais peut-être mieux que moi, implanter directement, je ne sais pas. Alors, on va dire aujourd'hui, c'est possible. Il y a certains matériaux, mais en général, les implants sont plutôt des implants métalliques. Aujourd'hui, et nous, on ne fait pas du métallique. En fait, on s'est décidé de se concentrer sur le thermoplastique. Parce qu'en fait, l'impression métallique, au jour d'aujourd'hui, reste quand même relativement niche. Comme le secteur médical en fait partie, mais pas même l'aéronautique n'a pas forcément d'une manière très large adopté l'impression métallique. Donc c'est plutôt en général au niveau des aides, des modèles par exemple anatomiques pour le secteur médical, des aides aux opérations, qui peuvent être des guides par exemple pour percer, découper certaines parties du corps, qui sont aujourd'hui utilisées. Qui doivent aussi avoir donc être capables d'être en contact avec le corps humain, mais les laisser à l'intérieur, ça par contre, c'est en général beaucoup plus complexe. Et en général, les pièces en plastique moins utilisées que les pièces métalliques, par exemple en titanium. C'est vrai, vous avez raison, effectivement, c'est beaucoup de pièces en titane et pour les prothèses orthopédiques. Une question d'Alexis. Bonjour, donc pourquoi est-ce que le racleur est si économique et est-il beaucoup plus petit se demande Alexis. Qui veut répondre? Pourquoi le racleur? Pourquoi est-ce que le racleur est si économique? Le racleur de la machine SAF, Yann, je pense que c'est pour toi. Donc juste pour clarifier, on parle du racleur de la machine SAF. C'est ça, oui. Pas très sûr. Oui, d'accord. Alors, oui. Préciser. Oui, je pense que j'ai compris la question, j'espère. Donc la machine est très économique en elle-même. En fait, beaucoup de nos composants en fait, sont garantis quasiment à vie. Donc en fait, on a les têtes d'impression, les lampes, par exemple, qui ne sont pas des consommables. Donc on a vraiment une machine au niveau de la maintenance et du coût de maintenance qui est très très bas par rapport à ce qui se fait sur le marché au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important quand on parle de production. On veut une machine qui soit fiable, mais aussi qui n'ait pas des coûts exorbitants au niveau de la maintenance. Donc ça, c'est vraiment très transparent.
Nous, vraiment, les consommables sont très, très limités. Je crois qu'on a 2 ou 3 pièces qui sont de l'ordre de 10 $, qui sont des petits consommables. Et ça, vraiment, c'est surprenant pour beaucoup de monde dans cette industrie de l'impression à base de poudre. Tout à fait, oui. Donc, j'espère que ça répond à la question. Sinon, n'hésitez pas à clarifier, j'essaierai d'y répondre au mieux. Oui, alors justement, la maintenance, quelles sont les opérations de maintenance nécessaires et est-ce que l'entreprise peut le faire lui-même de sa machine? Alors, il y a différents types de maintenance. Il y a des maintenances régulières, par exemple retirer la poudre. Donc, on a une sorte d'aspirateur qui a un filtre spécial pour la poudre, pour nettoyer. Par exemple, nettoyage du rouleau, de certains composants qui sont. Alors, la poudre, c'est entre chaque temps d'impression. Mais un des avantages de notre technologie, c'est que de relancer une impression est très très rapide. On parle de l'ordre de 20 minutes. Nos concurrents sont plutôt au-delà d'une heure et demie pour relancer une impression. Donc, on a vraiment un temps entre le nettoyage et lancer la prochaine impression qui est vraiment très rapide. Donc, en général, c'est plutôt nettoyage de l'espace, nettoyage un peu plus approfondi, on va dire peut-être une fois par jour. Donc, on a tout un descriptif en fait, des processus de nettoyage et de maintenance de la machine. Et au-delà de ça, bien entendu, il y a un contrat de maintenance et une garantie, bien entendu, qui fait que les pièces plus importantes sont faites par un ingénieur qui est fourni par Albron dans ce cas-là. D'accord. Alors justement, on parlait de poudre et d'environnement. Alors est-ce que, j'ai une question de Patrick qui demande, est-ce que les environnements poudre nécessitent une salle et des combinaisons de protection? Alors, En lien avec la santé oui, humaine. bien entendu, la poudre est très sensible à l'humidité, à la chaleur. Donc, en fait, il faut un environnement climatisé, ce qui est commun à toutes les technologies poudre. C'est pas seulement la technologie Straté 6, c'est vraiment la poudre elle-même qui est très hygroscopique, donc qui absorbe l'humidité. Il faut contrôler la climatisation, l'humidité dans la chambre. Mais un des avantages de notre technologie par rapport aux machines concurrentes, c'est que notre contrôle thermique est très, très précis et en fait plus bas que beaucoup de nos concurrents. Ce qui fait que l'énergie ou la chaleur relâchée par la machine est de l'ordre de 5 fois plus basse que nos concurrents. Ce qui fait qu'au niveau du système d'extraction, donc de ventilation, vous n'êtes pas obligé d'avoir un système aussi conséquent et aussi énergivore. Notre machine est beaucoup moins énergivore que nos concurrents. Donc en fait, vous avez vraiment une machine qui est très très compétitive, surtout avec les prix d'énergie qui ont augmenté récemment. C'est des aspects très importants. Alors au niveau de la combinaison, non. En général, vous mettez plutôt quelque chose pour vous protéger et un masque, oui. Ça, c'est sûr que les poudres sont très fines pour éviter de respirer, mais on va dire que ce n'est pas forcément une combinaison complète comme dans la partie métallique qui, elle, est très explosive et beaucoup plus dangereuse. Là, c'est plus au niveau un masque de protection, c'est standard dans cette industrie. Voilà. Très bien, merci Yann. Une question également sur les post-process. Voilà, quels sont les différents post-process, les traitements, en fait, les traitements après fabrication, après que la pièce soit sortie de la machine. Est-ce qu'on peut un petit peu revenir là-dessus et puis dire les différents types de process en post-traitement qu'on peut rencontrer sur vos machines, avec les pièces qui sortent de vos machines? Oui, on en a parlé très rapidement sur la P3, hein, donc avec un nettoyage de la pièce dans un alcool isopropylique et ensuite un passage au four UV pendant 5 minutes. Donc c'est un post-process qui est assez rapide sur le P3 et puis la technologie offre un état de surface qui est déjà très bon en sortie d'impression. Donc il y a assez peu de post-process nécessaires, en tout cas pour la partie état de surface. Après, tout dépend vraiment de l'application. Hein. Sur le FDM, c'est pas du tout le cas. On a des états de surface qui sont plus dégradés, hein, mais sur des plus grandes pièces et c'est une technologie qui est plus rapide aussi. Donc, tout dépend vraiment du besoin. Et c'est possible de réusiner du FDM aussi, une pièce FDM. Hein. On peut passer en tribofinition, par exemple, en usinage chimique. On peut mettre des inserts. Donc, la pièce qui est dans la machine derrière moi, c'est un support, un outillage en fait qui permet de monter les essuie-glaces sur les voitures, hein, qui est un outillage d'une ligne de production. On a rajouté des inserts pour pouvoir visser des éléments sur la pièce. Donc voilà, tout est possible. Ça dépend vraiment du besoin. Et en fonction de la technologie, voilà, on va avoir besoin de plus travailler l'état de surface ou ce genre de choses. Après, je crois que sur la SAF, on est capable aussi de teindre la matière. Je crois que Yann saura vous en dire plus, mais
voilà, en tout cas, pour la partie P3 FDM, tout dépend du besoin, mais il est possible de post-processer, en effet. Allez, j'ai une toute dernière question avant qu'on clôture ce passionnant webinaire. Alors, y a-t-il une perte de résistance mécanique entre une pièce issue d'ingestion plastique ou d'usinage et la même pièce issue de fabrication additive? Alors, il est dit entre parenthèses avec la même matière pour comparer. Par exemple, si on réalisait une éprouvette de traction, obtiendrait-on les mêmes résultats? Alors, Pierre, Yann, assez rapidement, il nous reste une minute. Très bonne question. Et la réponse est non. En fait, les systèmes, l'impression 3D est typiquement ce qu'on appelle non isotropique, c'est-à-dire que les propriétés mécaniques ne sont pas les mêmes dans toutes les directions. Et en fait, on va dire les technologies type P3 et SAF ont une meilleure isotropie que les technologies FDM. FDM, du fait du dépôt par couche et de filaments, en fait, en Z, vous avez une perte de propriétés mécaniques par rapport aux directions X, Y. En technologie SAF, c'est très nettement inférieur, mais c'est toujours présent. Donc forcément, vous n'avez pas les mêmes propriétés mécaniques. Donc, en fait, c'est vrai que ça peut être problématique parce que vous voulez, par exemple, un polypropylène et vous dites, voilà, je vais l'imprimer sur la technologie SAF, par exemple, est-ce que j'aurai les mêmes propriétés? Et la réponse est non. Il faudra vraiment étudier quelles sont les propriétés mécaniques, est-ce que ça répond à votre cahier des charges? Et ça, c'est vraiment important et c'est là où on est là pour vous aider. Mais il faut savoir que quand les propriétés mécaniques sont très bonnes, et au jour d'aujourd'hui, on le voit sur nos machines, sur d'autres machines, nos clients, ça fonctionne très bien, parce que même les propriétés mécaniques, même si elles sont légèrement inférieures, répondent tout à fait au cahier des charges. C'est ça qu'il faut considérer. Et je tenais juste à rappeler aussi que tous les matériaux qui sont proposés par Stratasys font l'objet aussi de beaucoup de tests. Donc, il y a des fiches aussi descriptives de ces matériaux qui expliquent voilà, toutes les propriétés mécaniques de la matière dans les différentes directions, comme vient de le rappeler Yann, parce que ce n'est pas isotropique. Donc, c'est ce qui fait la force aussi de ces matériaux-là, hein, c'est qu'ils ont été éprouvés. Et si on veut s'assurer que ça répond à notre cahier des charges, il y a beaucoup d'informations disponibles et de data sur le site de Stratasys. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être une dernière question. Allez, on va faire plaisir à Ikem. Bonjour, les tests de dureté et de résilience des pièces. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Donc, ça répond un peu à la question. Hein. Si on souhaite avoir des informations sur la dureté de telle ou telle matière, la résistance à la traction dans telle ou telle direction, tout ça est consultable sur le site de Stratasys dans les fiches matières. Donc, voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est très, très complet. Il y a énormément de travail qui est fait pour valider les matériaux et les propriétés mécaniques et s'assurer que, voilà, pour garantir ces propriétés. Donc, c'est là que se trouve l'information, c'est dans ces fiches matières. Et je pense que là, ça sera le mot de la fin, malheureusement. J'allais rajouter un petit mot. Je pense que c'est vraiment une vraie différence de Stratasys, c'est qu'on passe énormément de temps à valider et à étudier la répétabilité de nos processus. Et on a beaucoup de données et même des études de statistiques qui vous donnent des données là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour nous donner des informations. Merci Yann. Malheureusement, il est l'heure de nous quitter. Moi, j'étais très heureux d'animer ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir été aussi nombreux. Yann Rajol, je rappelle, vous êtes directeur manufacturing chez Stratasys. Pierre Engens, vous êtes ingénieur d'application et responsable de la fabrication additive chez Albron 3D. Encore merci à vous deux. Merci. Ce webinaire sera disponible en replay sur le site machineproduction.fr. Pour cela, vous recevrez un lien par email très prochainement. Voilà, avant de nous quitter, à noter sur vos agendas que Albron et son partenaire Stratasys exposeront à Micronora, tout comme d'ailleurs votre magazine Machine Production. Donc Micronora, c'est le salon des microtechniques qui se tiendra du 27 au 30 septembre à Besançon. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire Machine Production. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à tous. Merci à vous tous. Au revoir.